Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons reprendre le cours sur la spectrométrie RMN de protons. Il faut savoir qu'il y a aussi la spectrométrie RMN de carbone 13. Il y a d'autres protons qui sont sensibles comme le phosphore 31, le fluor 19, etc. Alors, la technique est tout à fait différente par rapport à l'infrarouge. Donc, ça veut dire le détail, nous allons le découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer. Très bien. Donc voilà, le noyau hydrogène est sensible au champ magnétique. Donc le noyau a été découvert qu'il spin, ça veut dire qu'il tourne autour de lui-même. Alors on peut comparer le noyau, les noyaux en général, ou bien le noyau de l'hydrogène comme une toupie qui tourne autour d'elle-même sur un axe. Et d'une manière générale, pour un ensemble de protons, c'est-à-dire lorsqu'ils tournent autour de, ça veut dire d'eux-mêmes, ils vont créer un champ magnétique et ils vont se comporter comme un barreau magnétique. Donc certains noyaux atomiques se comportent comme des toupies. Rotation, on dit qu'ils présentent un état de spin nucléaire. Donc voilà, le proton est chargé positivement, donc sa rotation va donner la création d'un champ magnétique. Donc les protons dans ce cas-là peuvent être assimilés à des minuscules barreaux magnétiques. Alors lorsque le proton est soumis à un champ magnétique B0 extérieur, on suppose vertical, là sur le schéma j'ai indiqué H0, donc B0 et H0 c'est la même chose. Alors, ces barreaux magnétiques, ces spins, soit ils vont s'aligner à l'axe du champ magnétique B0 dans le même sens, ce qu'on appelle l'état de spin alpha, ou bien ils vont s'aligner dans le sens opposé du champ magnétique B0, ce qui va nécessiter un état de spin bêta. Donc, sur ce schéma-là, on voit en bleu les spins qui sont orientés, alignés avec le champ B0. Et le reste, ça veut dire en rouge, les spins qui sont orientés dans le sens opposé sont dans un autre état excité, ce qu'on appelle l'état bêta. Alors, les deux états alpha et bêta, donc, sont deux niveaux d'énergie différents. Donc, on va irradier l'échantillon, par exemple, pour faire basculer l'état alpha à l'état bêta. Donc voilà, la résonance est donc l'absorption de l'énergie d'un spin qui se trouve sur l'état alpha pour qu'il passe à l'état bêta. Donc par exemple ici, on voit très bien que voilà, on a deux états. Le champ, ça c'est pas E, c'est B0. Alors le spin est orienté dans le même sens que B0, ça veut dire c'est alpha. Et si on veut l'exciter, c'est-à-dire il faut lui apporter une énergie H nu qui va faire basculer le spin à l'état bêta. Donc sur ce schéma-là, on voit les deux spins se remplir bêta. Donc là, on était là, et là, lorsque le deuxième spin est passé à l'état B, on a deux spins bêta. Alors, bon. Une caractéristique, le spin d'un noyau, lorsqu'on applique un champ magnétique extérieur B0, ce spin va tourner autour de B0. La vitesse de rotation est une constante. Cette valeur, cette constante, est égale à gamma B0. Donc oméga, c'est la vitesse de rotation, c'est la pulsation, est égale à gamma B0. Alors, en général, en valeur absolue, c'est gamma, il n'y a pas le signe moins. Donc, si on installe maintenant, si on veut faire basculer le spin alpha vers l'état bêta, il faut installer un champ magnétique B1
perpendiculaire à B0. Faire tourner ce champ magnétique B1 autour de B0 avec la même vitesse que le spin, ça veut dire gamma B0. Dans ce cas-là, il va y avoir basculement de spin alpha vers le spin bêta. Donc je répète que la vitesse avec laquelle, ou bien la pulsation avec laquelle le spin va tourner autour de B0 est égale à gamma B0. Donc ça dépend de B0. Si vous augmentez B0, ça veut dire que la vitesse de rotation va augmenter. Si vous baissez B0, cette vitesse va diminuer. Alors, l'énergie qui sépare les deux états alpha et bêta est égale à delta E est égal à h nu, sachant que nu est égal à oméga sur 2pi. Ça veut dire nu est égal à oméga 0 sur 2pi. Donc si on remplace, ça sera gamma, ça veut dire h fois gamma fois B0 sur 2pi. Ça, c'est la différence d'énergie entre les deux états. Gamma, c'est la constante gyromagnétique du proton. Sa valeur, c'est 2,67 10 à la puissance 8 radians par Tesla et par seconde. Chaque noyau, un spin, doit avoir une constante gyromagnétique. Par exemple, pour les isotopes du proton, ils ont des facteurs, ça veut dire constantes gyromagnétiques différentes que gamma. Par exemple, pour le deutérium, pour le tritium, ils ont des valeurs, des constantes différentes que la valeur gamma. Donc chaque isotope a une valeur différente. Donc ce sont des constantes qu'on peut chercher. Alors maintenant, regardez par exemple, donc les premiers aimants que nous avons pu constituer peuvent atteindre difficilement des valeurs de 1,4, 1,7 Tesla. Donc sachant qu'on ne peut pas augmenter les intensités du courant qui traversent les bobines parce qu'ils vont chauffer, peut-être qu'ils vont atteindre des températures de fusion du cuivre, ça veut dire que les bobines vont être détruites. Alors, il ne faut pas dépasser un certain courant, ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser une certaine valeur du champ magnétique. Alors, la valeur qui doit correspondre à la fréquence fait tourner B1 par rapport à B0 pour un champ magnétique de 1,41. Donc normalement, gamma fois B, B0, donc c'est autour de 60, 750 MHz. Alors on va faire un calcul. Pour le proton gamma, on sait que c'est 2,67 10 à la puissance 8 radians par Tesla par seconde. Alors, valeur de B0 avec lequel on va faire le calcul, c'est 2,34 8 10 à la puissance, il n'y a pas de 10, ça veut dire Tesla. 2,35 Tesla à peu près. Donc la fréquence qui correspond à cette valeur de champ magnétique est égale à 90 MHz. Il y a une autre unité de mesure de champ magnétique qui est le Gauss. 1 Tesla correspond à 10 à la puissance 4 Gauss. Donc là, si vous voulez refaire le calcul pour avoir une idée sur le nombre de spires et qu'il faut avoir pour calculer un champ magnétique, regardez, pour une bobine d'1 centimètre avec 100 spires de cuivre, c'est-à-dire et avec un courant électrique d'1 ampère, c'est-à-dire la valeur trouvée ne dépasse pas quelques dizaines de Tesla. Ce sont des valeurs qui sont très faibles. Alors, les applications de la RMN, on l'appelle pas la RMN en médecine, on l'appelle IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. Le nucléaire, on l'utilise pas en médecine. En physique et en chimie, on utilise la résonance magnétique nucléaire. Et en médecine, c'est IRM, imagerie par résonance magnétique. Et sur normalement, la radio, on voit très bien une anomalie sur le cerveau de ce patient-là. Donc voilà, on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur grâce à l'existence de molécules d'eau partout dans le corps humain. Ça veut dire, ça c'est la résonance du proton. Alors, ce qu'on appelle IRM encéphalique, coupe sagittale passant par la ligne médiane. Donc en 1999,
une équipe américaine a créé un champ magnétique continu d'une intensité de 45 Tesla. Ça veut dire que c'est un événement si on atteint des valeurs. En 2006, un champ magnétique pulsé, ça veut dire pour une durée très limitée, atteint 100 Tesla, sans destruction. Alors voilà l'appareil pour faire subir l'IRM. Donc là, quelques informations sur quelques noyaux. Pour le proton, c'est le spin 1,5, le phosphore 31 spin 1,5, l'azote 14, ça veut dire le spin 1, le carbone 13, le fluor 19, c'est toujours spin 1,5. La valeur de gamma, donc c'est voilà, sur 2pi1 avec un rapport sur 2pi. Donc voilà, donc ça, si vous voulez, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé comment on calcule la fréquence pour un champ magnétique de 2,35 à peu près Tesla. Le calcul nous donne 99,9, ça veut dire à peu près 100 MHz. Quelques dates importantes pour vous dire seulement que la découverte de la RMN, ça date pas de très très longtemps. Par exemple, pour le spin a été découvert par Rabi en 1938. Alors, donc, la résonance nucléaire a été découverte en 1946. Pour la RMN de carbone 13 en 1957. Et puis ainsi de suite. Voilà. Pour l'imagerie, première imagerie, c'est 1973, etc. Donc c'est pas très très loin de nos dates là. Donc ça veut dire que l'évolution des sciences avance. Donc voilà. En général, pour les atomes, quand on a le numéro atomique, alors si vous avez le numéro atomique A et Z sont des paires, des valeurs paires, ça veut dire que le spin est égal à 0. Maintenant, si vous avez le numéro atomique A est pair, Z impair, ça veut dire que c'est un entier. Mais c'est A impair, quelle que soit la valeur de Z, ça veut dire que le spin est demi-entier. On l'a vu tout à l'heure pour les différentes. Voilà. Là, vous avez 1, 31, 13 et 19. L'ensemble, ils ont un spin 1,5. Là, pour l'azote, c'est 14 et 1. D'accord. Alors, voilà. Donc, en général, on peut voir le spectre RMN du proton et du carbone 13. Alors, pour compléter un peu, quand on a besoin de certains atomes, on peut normalement chercher le spectre RMN de ces atomes. Moi, par exemple, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur le phosphore 31. J'ai eu des spectres RMN du phosphore 31. Alors pour le carbone 12, l'oxygène 16 et le soufre 32, c'est-à-dire il n'y a pas de spin. Pourquoi? Il n'y a pas de spin parce que normalement le numéro atomique est pair et le nombre de protons est pair aussi. Donc voilà. Alors, pour provoquer une transition vers l'état excité, j'ai dit qu'il faut installer un champ magnétique B1 ou P perpendiculaire à B0 et le faire tourner avec la vitesse, la même vitesse que le spin, c'est gamma B0 sur 2pi. Et en ce moment, on va avoir la résonance. Voilà. Normalement, le champ magnétique perpendiculaire B, il est d'intensité réduite, très petite valeur. Donc voilà, je vais passer directement à l'appareillage. Maintenant, le champ magnétique B0, il est horizontal. On a l'habitude de le voir vertical, là c'est horizontal. Dans ce cas-là, B, ça sera perpendiculaire à B0. Dans ce cas-là, elle est verticale. Et puis, c'est la bobine en bleu. Pour B0, ce sont les deux bobines, les deux gros blocs ici en vert. Deux blocs de bobines pour avoir ici le champ magnétique constant entre les deux. Et puis, vous avez une petite bobine rouge, ça c'est comme détecteur,
qui va détecter le changement à l'intérieur de tube, c'est-à-dire l'échantillon sera implanté à l'intérieur de tube. Et puis après, on va avoir un amplificateur pour amplifier le signal, et après l'informatique, le tracé du spectre. Alors pour la bobine B, ça veut dire avoir un champ magnétique qui va tourner autour de B0 avec la même vitesse que le spin. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait, ça veut dire un signal électromagnétique radiofréquence qui va donner l'impression d'avoir un champ magnétique qui tourne. Et c'est pas normalement un dispositif qu'on va faire tourner, mais c'est le signal électromagnétique qu'on va introduire dans l'appareil radiofréquence qui va donner ces vitesses-là. Alors voilà un appareil réel. Donc on voit très bien que vous avez des orifices sur les extrémités pour introduire l'azote liquide. Et au milieu, vous avez deux orifices aussi pour introduire l'hélium liquide. Alors l'hélium liquide, normalement, à une température de 4 degrés Kelvin, alors que l'azote c'est 77 Kelvin. Et pourquoi, la question que je peux poser aux étudiants, pourquoi on plonge la bobine dans l'azote liquide et l'hélium liquide? Alors, il faut imaginer qu'à l'extérieur, il y a une température par exemple 25 degrés, plus 273. Euh, donc c'est à peu près 298 à peu près Kelvin. Donc normalement on a des bobines supraconducteurs qui peuvent supporter des courants importants pour avoir des champs magnétiques importants. Dans ce cas-là, pour pouvoir créer des champs élevés, il faut avoir des bobines en supraconducteurs. Et la notion physique de la supraconductivité ne peut fonctionner qu'à des températures très très basses. Et ces températures, par exemple, c'est comme l'hélium liquide. Alors voilà, jusqu'à maintenant, la recherche ne connaît pas d'alliage qui donne cette propriété de supraconductivité à la température ambiante. Si on le trouve, ça sera certainement une grande révolution technologique d'application. Alors voilà un appareil qu'on voit, c'est Broker 300. Donc c'est un petit spectromètre. Voilà l'échantillon, on l'introduit à l'intérieur par l'orifice central ici. D'accord. Euh, Voilà une chercheuse qui est en train de travailler sur son PC. Donc ça c'est indiqué comme RMN 200 MHz, ça veut dire la fréquence avec laquelle on travaille. Donc là, ça veut dire qu'on fixe la fréquence de rotation de B1 par rapport à B0. Et ce qu'on varie ici, c'est le champ magnétique B0 pour chercher la résonance. Donc normalement, c'est pas le B0 qu'on fixe, mais c'est la fréquence de rotation de B1 par rapport au B0 qu'on fixe. Donc avec un passeur automatique, ça veut dire qu'il y a un enchaînement d'introduction d'échantillons à l'intérieur de l'appareil de manière automatique. Alors voilà, une chose très importante. Il faut se mettre d'accord que l'atome d'hydrogène, sa position dans la molécule, ça peut être lié à un carbone, comme ça peut être lié à un oxygène ou bien un CO2 liaison. En chimie organique, on peut s'attendre à tout, ou bien un azote, etc. Et vous savez que ces éléments sont électronégatifs. Si ça veut dire l'hydrogène est directement lié à un oxygène, ça veut dire que la densité électronique autour du noyau sera faible. Et par hasard, c'est une propriété naturelle. Regardez, quand on va installer un champ magnétique sur l'atome d'hydrogène, l'électron va tourner dans un sens pour créer un champ magnétique opposé, qu'on appelle HD. Il est proportionnel à B0. Ça veut dire que HD est égal à sigma fois B0.
Alors, si vous augmentez B0, ça veut dire que HD va augmenter. Ça veut dire sigma va augmenter. C'est sigma fois B0. Donc, c'est proportionnel. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Euh, pour une molécule organique, contient plusieurs types d'hydrogène. Il y a des hydrogènes qui sont reliés directement sur un carbone. Il y a d'autres qui sont reliés à des CO2 liaisons, à des oxygènes, azote, etc. Donc, en fonction de sa position dans la molécule, la densité va changer. Alors, si la densité électronique autour du noyau change, ça veut dire que HD aussi change. Donc, c'est comme si l'électron il protège le noyau contre le champ magnétique B0. Alors, ça c'est très important. Ça va donner beaucoup de choses, des conséquences. Alors, regardez. Le champ magnétique visible par le noyau de l'atome d'hydrogène, c'est pas B0, c'est B0 moins HD. Et puisque HD dépend de sa position dans la molécule, ça veut dire que la résonance aussi va changer. Donc ça, je le raconte sur ce diapo. Donc, je répète ce que je viens de dire. Les électrons en mouvement créent un champ magnétique secondaire HD qui va tendre à s'opposer à B0. C'est un effet, cet effet tend à blinder le noyau, c'est-à-dire protéger le noyau. Donc, tout se passe comme si les électrons veulent protéger le noyau de l'effet de B0. Donc, ce rapport, ça veut dire que ce champ secondaire HD est proportionnel à B0. On peut écrire que HD est égal à sigma B0. Alors, donc, sigma, c'est la constante d'écran. On l'appelle la constante d'écran. C'est comme si vous avez la densité électronique du noyau. Alors, pour chercher la résonance, il y a deux méthodes. Ou bien on garde B0 constant et on fait varier la radiofréquence, c'est-à-dire la vitesse de rotation de B1 par rapport à B0. Ou bien au contraire, on va maintenir la radiofréquence constante, ça veut dire la vitesse de rotation de B1 par rapport à B0 constante, et on va changer, ça veut dire on va varier B0. Et c'est la deuxième méthode qu'on utilise parce que c'est la plus pratique. Bon, pour ceux qui font un peu de la pratique, et ça pourquoi, donc c'est eux qui disent ça, donc on va les croire bien sûr. Alors maintenant, le champ magnétique visible par le noyau, c'est pas B0, ça sera B effectif est égal à B0, facteur de 1 moins sigma. Mais le problème, c'est que, je répète, que ça dépend de la position de l'atome d'hydrogène dans la molécule. Donc, on va voir, pour une molécule, on peut avoir plusieurs résonances. Ça dépend en fonction de la position de l'atome d'hydrogène dans la molécule. Alors, entre autres, on va utiliser une référence par rapport à laquelle nous allons dire la position, ça veut dire de ces résonances-là. On a choisi un élément chimique inerte, c'est-à-dire qui ne réagisse pas avec d'autres molécules. Et il a plusieurs atomes d'hydrogène, c'est le tétraméthylsilane, c'est MS, voilà. Il a 12 atomes d'hydrogène. Alors, l'ensemble de ces 12 atomes d'hydrogène sont normalement symétriques. Alors, puisqu'ils sont symétriques, ils vont donner un seul signal. Et puis, puisque la densité électronique est très importante, ils vont donner un signal sur l'extrême droite du spectre. Ça veut dire, pour nous, ça sera la référence. Donc, caractéristique de tétraméthylsilane, donc il a un seul signal pour les 12 atomes d'hydrogène, et puis une forte densité électronique, ce qui fait résonner à l'extrémité du spectre. En plus, troisième chose, inerte chimiquement par rapport aux autres molécules, ils ne réagissent pas. Ça veut dire chaque fois que nous voulons prendre le spectre d'un élément ou d'une molécule, on introduit avec ce tétraméthylsilane comme référence. Alors voilà, on va faire un petit calcul. La fréquence de résonance nu0, c'est gamma B0 sur 2pi. Alors, pour maintenant,
Il y a un effet d'écran, ça veut dire de protection de l'électron de l'atome d'hydrogène. Alors il ne voit pas B0, il voit B effectif. Alors pour la référence c'est gamma, la résonance, ça se passe à la fréquence gamma B0, facteur de 1 moins sigma R. Ça c'est le facteur d'écran de la référence sur 2π. Pour un élément X, une molécule quelconque, donc la résonance, ça se passe à gamma B effectif de cette X sur 2π. Ça veut dire que c'est gamma fois B0 facteur de 1 moins sigma X sur 2π. Alors la différence entre les deux fréquences, c'est la distance qui va séparer de point de vue fréquentiel l'élément cherché par rapport à la référence. Donc delta nu est égal nu x moins nu r. Donc si on fait le calcul, on trouve que c'est égal à gamma b0 facteur de sigma r moins sigma x sur 2π. Alors regardez, le problème c'est que ce delta nu, pour un élément x, même si on utilise la même référence par rapport à d'autres laboratoires, peut-être qu'ils vont pas trouver la même chose. Pourquoi? À cause de B0. Mais moi, je vais travailler par exemple avec 1,4 Tesla, l'autre va travailler avec 2,3. Donc il faut chercher une valeur de B0 adéquate et on peut se tromper sur la valeur exacte, etc. Donc, d'une manière ou d'une autre, pour simplifier le problème, il faut éliminer B0. Alors, il faut une méthode de mesure qui ne contient pas B0. Alors, pour cela, regardez, on va diviser, on va quelques delta, ça c'est le déplacement chimique, ça c'est, voilà, ça c'est l'unité que nous allons utiliser pour les spectres Riemann. Alors, euh, on va delta nu, la différence de fréquence qui est fonction de B0, on va le diviser par nu0. Donc la valeur de delta nu dépend de B0. Donc de l'appareil utilisé. Alors il est préférable d'introduire une grandeur qui soit indépendante de la valeur de B0. Ce qu'on appelle le déplacement chimique. Alors, ça sera, voilà, on va nu0, donc nous avons la valeur de nu0, voilà nu0 c'est gamma B0 sur 2π. Et la différence de fréquence c'est gamma B0 sur 2π multiplié par sigma R moins sigma X. Alors si je divise delta nu sur nu0, on va simplifier gamma B0 sur 2π de deux côtés. Il va rester seulement sigma R moins sigma X. Puisque la différence est très très petite, il faut multiplier par 10 à puissance 6, ça veut dire partie per million. Alors voilà, delta sur déplacement chimique, c'est delta nu sur nu0 multiplié par 10 à puissance 6. Donc ce qui donne normalement sigma R moins sigma X fois 10 à puissance 6. Donc ça, le spectre RMN, son unité de mesure, c'est partie par million, c'est ppm. Donc voilà, j'ajoute que les spectres RMN peuvent aller de 0 à 12 ppm maximum. Alors voilà certaines molécules qui ont des hydrogènes équivalents qui donnent un seul signal. Par exemple, voilà, tétraméthylsilane, vous avez 12 hydrogènes qui donnent le même signal. C'est pour nous la référence, c'est 0. Alors, il y a d'autres molécules, voilà, toutes les molécules que vous êtes en train de voir là, ils ont des hydrogènes qui sont équivalents. Ce qui fait, ça veut dire qu'ils ont un seul signal. Voilà, pour par exemple l'aldéhyde, l'hydrogène relié directement sur le carbone, le carbonyle, ça veut dire CO2 liaison, donne un signal à 9,05, très très fort. Alors, plus delta est grande, ça veut dire que sa densité électronique est petite. Plus la densité électronique est forte, ça veut dire que le signal sera proche de 0. D'accord? Voilà. Ça veut dire sur l'ensemble des molécules, il ne donne pas seulement un seul signal, il peut y avoir plusieurs signaux. Alors, par exemple, là, on est en train de voir les composants en fonction, ça veut dire CH3 4 fois relié à un carbone, à l'azote, l'oxygène, ça veut dire
plus on avance vers la droite, plus normalement l'électronégativité de l'élément augmente. Alors, regardez ça, c'est l'azote. L'électronégativité est plus grande que le carbone, l'oxygène plus grand, le fluor plus fort. Alors, plus l'électronégativité devient forte, plus la densité électronique des atomes d'hydrogène s'affaiblit, ce qui donne un déplacement de plus en plus fort. Donc je passe de 0,9 à 2,1, 3,2 à 4,1. Ici, voilà, tétraméthylsilane, on passe au phosphore, la même chose, c'est-à-dire, voilà. Hmm. Donc là, vous avez certaines molécules, la gamme de déplacement chimique de chacune de ces sur le spectre RMN qui normalement entre 0 et 12 ppm. Voilà, les aldis sont placés plus haut. Voilà. Ça, c'est un ester qui ressemble normalement. Voilà. Qui donnent des hydrogènes qui de densité très faible. Plus la densité est faible, plus son déplacement chimique est plus fort. Voilà d'autres molécules. Là, c'est pour montrer, voilà. Je commence par quelques molécules qui donnent seulement. Vous avez deux types de protons ici. Voilà. Ces protons-là, par exemple, qui sont reliés sur un carbone qui est relié à un oxygène, alors que l'autre, les protons sont reliés à un carbone qui sont reliés à CO liaison. C'est pas la même chose, c'est pas la même densité électronique. Voilà, la raison, c'est que nous avons deux signaux. Voilà. Donc, puisque celui-là relie directement un oxygène, c'est celui-là qui doit avoir la densité la plus faible, ça doit être le déplacement le plus fort, c'est 3,8 à peu près. Alors que l'autre ici, relié directement sur le carbone qui est relié sur CO2 liaison, et donc c'était plus fort que celui-là, alors son emplacement c'est autour de à peu près 2 ppm. On commente deuxième molécule, par exemple, ici, regardez, vous avez C3 avec C3 sont équivalents, ça veut dire symétriques. Donc, vous avez un groupe de 6 protons et un groupe de 2 protons. Donc là, on peut, ça veut dire les attribuer facilement parce que vous avez un signal qui est très fort et un signal qui est moins fort. Alors le signal plus fort, c'est celui de plus fort de point de vue intensité. C'est celui de CH3, ça veut dire les 6 protons ici. Ils ont une densité plus grande que l'autre qui est relié directement sur le chlore, sur le carbone et sur le corps, ça veut dire 2 protons. C'est celui-là qui a un déplacement vers 3,8 ppm. Là, pour le cyclohexane avec les C3, c'est 4 plus 6. 6 normalement a une densité plus grande que les 4 que vous avez ici sur le cycle directement. Le cycle il est composé de double liaison, ça veut dire que la densité de ces hydrogènes-là est plus faible. Donc ça veut dire un signal vers un déplacement chimique 7 m. Pour les cyclohexanes, c'est connu. Pour les autres CH3, ça veut dire que vous avez 6, voilà une intensité plus grande, 6 par rapport à 4. Et ainsi de suite, on peut voir le reste. Donc, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on va parler de voisinage. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.